Bonjour à toutes et à tous. Cette nuit, la guerre est entrée dans un immeuble roumain. Ce matin, elle dicte sa loi à Wall Street, à la Fed et aux banques centrales du monde entier. Deux conflits brûlent simultanément aux portes de l'Europe et au cœur de l'économie mondiale. Le premier, vous le suivez depuis 91 jours, le détroit d'Ormuz, 54 km de large, 20% du pétrole mondial paralysé par l'Iran. Un accord entre Washington et Téhéran est sur la table ce matin. Scott Bessent parle de prémices. Trump, lui, n'a pas encore signé et chaque heure qui passe a un prix, littéralement. Le second conflit vient de franchir cette nuit une ligne que l'on croyait inviolable. Un drone russe s'est écrasé sur un immeuble résidentiel à Galati en Roumanie, territoire, je vous le rappelle, de l'OTAN, sous garantie de l'article 5. Deux blessés, 70 personnes évacuées, les F-16 ont décollé, le drone n'a pas été intercepté, c'est le 47e incident de ce type depuis le début de la guerre en Ukraine. Et pour la 47e fois, l'Alliance a condamné sans riposter. Moscou cartographie méthodiquement les limites de la réaction occidentale. Cette nuit, elle vient d'en trouver une nouvelle. Deux guerres, deux stratégies identiques, pousser, tester, avancer en restant juste en dessous du seuil de riposte. Et derrière les deux, les mêmes victimes silencieuses, les économies, les banques centrales, les ménages, les marchés. Ce matin, 8 actus pour décrypter un monde qui bascule à 54 km de large dans le Golfe et à quelques mètres d'un immeuble endormi au bord du Danube, de Washington à Tokyo, de Téhéran à Galati, de Wall Street au marché de Téhéran. Comment la géopolitique est devenue la principale variable de l'économie mondiale. Et, eh bien, on commence. Cette nuit, la guerre en Ukraine a franchi une frontière que l'on croyait inviolable. Un drone russe s'est écrasé sur un immeuble résidentiel de 10 étages à Galati, dans l'est de la Roumanie. Roumanie, je vous le rappelle, pays membre de l'OTAN, territoire donc sous garantie de l'article 5. Deux blessés, 70 personnes évacuées. S'il était tombé au-dessus des chambres, il y aurait eu des morts, a déclaré le maire de la ville. Ce n'est pas un accident de guerre, c'est un test géopolitique. Moscou sait exactement ce qu'elle fait. Depuis le début du conflit ukrainien, des fragments de drones russes ont été identifiés sur le territoire roumain dans 47 cas, dont 12 cette année seulement. Et à chaque incident, la même réponse occidentale, condamnation verbale, absence de riposte. La Russie a méthodiquement cartographié les limites de la réaction otanienne. Cette nuit, elle a poussé un cran plus loin, un immeuble habité, des civils blessés, un pays membre touché dans son sommeil. La faille révélée est structurelle. Deux chasseurs F-16 ont décollé de la base de Fetesti, mais le drone n'a pas été intercepté. Un général de brigade roumain a reconnu publiquement que, je le cite, les radars et la défense antiaérienne n'ont pas été efficaces. Le système anti-drone américain Merops est pourtant déployé sur le territoire, mais pas encore intégré au dispositif national de défense. 47 incidents et l'interopérabilité des systèmes n'est toujours pas assurée. C'est moins un échec technique qu'un aveu politique. La réaction internationale, elle, a été rapide mais révélatrice dans ses formulations. L'OTAN a condamné l'irresponsabilité de la Russie, un mot soigneusement choisi pour éviter le mot agression qui aurait des implications juridiques au titre de l'article 5. Ursula von der Leyen a, elle, jugé que Moscou avait franchi une nouvelle ligne sans préciser laquelle, ni ce que cela implique concrètement. Benjamin Haddad, ministre délégué français chargé de l'Europe, a rappelé la présence de troupes françaises en Roumanie dans le cadre des opérations de réassurance de l'OTAN. Réassurance, mais pas défense. Le mot, il dit tout, car c'est là que réside la véritable rupture géostratégique de cette nuit. La doctrine de dissuasion otanienne repose sur une certitude. Toute frappe sur un pays membre déclenche une réponse collective. Mais si 47 incidents ne déclenchent aucune réponse militaire, si un immeuble civil brûle à Galati sans riposte, alors la dissuasion n'est plus une certitude, elle devient une hypothèse. Et Moscou le sait pertinemment. Et Pékin, lui, observe. Et Téhéran en tire ses conclusions. En mer Noire, cette même nuit, un cargo turc a été attaqué par un drone russe, 2 blessés parmi l'équipage. La Turquie, membre de l'OTAN également, dont le navire commercial est pris pour cible. Et là encore, pas de riposte. Là encore,
la ligne rouge recule. Ce matin, deux guerres brûlent simultanément aux portes de l'Europe, l'une autour du détroit d'Ormuz qui paralyse l'économie mondiale, l'autre au bord du Danube qui érode silencieusement la crédibilité de l'ordre sécuritaire occidental. Et dans les deux cas, la même stratégie russe et iranienne, pousser, tester, avancer en restant juste en dessous du seuil de riposte. La question n'est donc plus de savoir si l'Europe est en danger, c'est de savoir combien de temps elle peut encore faire semblant de ne pas l'être. Ce matin, le monde a également les yeux rivés sur un corridor de 54 km de large. Le détroit d'Ormuz, goulet, vous le savez, d'étranglement entre le golfe Persique et l'océan Indien, est devenu l'épicentre d'un bras de fer géostratégique qui redessine les équilibres mondiaux. Et pour la première fois depuis le début du conflit, un accord semble à portée de main. Nous avons peut-être là les prémices d'un accord, a déclaré hier soir Scott Bessent depuis la Maison-Blanche. Mais Donald Trump, lui, n'a pas encore signé. Et dans ce type de négociation, chaque heure qui passe est une heure où tout peut basculer. Par ce corridor, vous le savez, où transite chaque jour 20% des approvisionnements pétroliers mondiaux, eh bien, fermer Hormuz, c'est, vous l'avez bien compris depuis le temps, c'est couper une artère vitale de l'économie mondiale. Et c'est exactement ce qu'a fait l'Iran. Les gardiens de la révolution iranienne ont en effet imposé un système d'autorisation obligatoire pour tout navire commercial, immobilisant de facto encore 2 navires hier. Téhéran tente même de négocier avec Oman un système de péage, une mainmise durable sur la voie maritime la plus stratégique du monde. Le projet d'accord sur la table prévoit une réouverture progressive du détroit sur 30 jours, la levée du blocus américain des ports iraniens et le déblocage de jusqu'à 12 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. Suivraient 60 jours de négociations nucléaires. Mais derrière cette architecture se cachent 3 fractures béantes. La première, Israël juge l'accord inacceptable en l'état. La seconde, le guide suprême Khamenei, dont l'approbation finale est indispensable, serait actuellement isolé et difficile à joindre. Et enfin, la troisième, d'anciens responsables américains doutent ouvertement que Téhéran accepte de démanteler son programme nucléaire à la hauteur des exigences de Washington. L'administration Trump, elle, s'est elle-même placée dans un piège. En utilisant le blocus comme arme de pression maximale, Washington a certes asphyxié l'économie iranienne, mais cette même arme a renchéri l'énergie mondiale, alimenté l'inflation américaine et paralysé la réserve fédérale américaine. Et la Chine observe, sécurisant ses approvisionnements en pétrole iranien via un réseau clandestin de pétroliers tout en s'imposant comme arbitre du nouvel ordre mondial. Si un accord est signé, il ne marquera pas la fin du jeu, mais le début d'une nouvelle phase. L'Iran sort militairement affaibli, mais diplomatiquement debout. Washington obtiendrait une victoire de façade, sans démantèlement nucléaire réel. Le Moyen-Orient restera aussi instable qu'avant. Ce matin, tout le monde attend la signature de Donald Trump, mais dans la grande partie d'échecs géopolitiques qui se jouent autour d'Ormuz, signer n'est pas gagné. C'est simplement changer de plateau. Vous l'avez compris, Donald Trump est pris en étau. D'un côté, les prix de l'essence qui étranglent les Américains et menacent les républicains aux élections de mi-mandat de novembre. De l'autre, les faucons de son propre camp qui exigent qu'il finisse le travail contre l'Iran. Entre les deux, un accord qui se dessine, mais que Trump n'a toujours pas signé. Le dilemme est brutal. L'accord cadre en négociation permettrait de rouvrir le détroit d'Ormuz, de lever le blocus américain des ports iraniens et de déclencher 60 jours de pourparlers nucléaires. Sur le papier, c'est une victoire, mais dans les coulisses républicaines, c'est une capitulation. Les sénateurs, Lindsey Graham, Roger Wicker et Ted Cruz, ont déjà haussé le ton, comparant l'accord émergent au deal iranien de 2015 signé par Barack Obama, celui-là même, rappelez-vous, que Donald Trump avait dénoncé et déchiré lors de son premier mandat. Le président américain a répliqué qu'il n'était pas pressé et n'accepterait qu'un excellent accord. Mais Laura Blumenfield, spécialiste du Moyen-Orient à Johns Hopkins, résume la situation sans détour, je la cite, « Les revirements rhétoriques et les brusques volte-face de Trump suggèrent un président qui tente de mener une guerre de grande envergure dans une situation délicate. » Car l'accord qui se profile est loin de ses promesses initiales. La capitulation sans condition de l'Iran, abandonnée. Le démantèlement du programme nucléaire iranien, reporté. Le statut
à long terme du détroit, le sort des stocks d'uranium enrichi, les modalités de sanctions, autant de questions laissées sans réponse. Et comme le note Jason Brodsky, directeur de United Against Nuclear Iran, il semble, je le cite, il dit, et je le cite, qu'il semble que la République islamique obtienne davantage que les États-Unis dans ce protocole. Téhéran, de son côté, joue la montre avec une discipline redoutable. En paralysant un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole pendant 39 jours, l'Iran a prouvé sa capacité de nuisance et sa résilience. Le président semble vouloir en finir au plus vite, observe John Alterman de CSIS. Cela ne fait que conforter les Iraniens dans leur position. Et c'est le paradoxe ultime de cette guerre. Donald Trump est entré dans le conflit en promettant de rester à l'écart des guerres inutiles. Il cherche aujourd'hui à en sortir au plus vite et cette impatience est devenue l'arme principale de Téhéran. La manière dont il choisira de signer ou non définira l'héritage de sa politique étrangère et ce, pour les 4 années à venir. Et pendant que Donald Trump négocie à Washington et que les marchés parient sur un accord, une horloge tourne en silence dans les cavernes souterraines du Texas et de la Louisiane. La réserve stratégique de pétrole américaine, le SPR, fond à vue d'œil. Depuis le début de la guerre en Iran, elle a perdu 50 millions de barils, soit 12% de ses stocks tombant à 365 millions de barils, soit son niveau le plus bas depuis avril 2024. Et la semaine dernière, 9,1 millions de barils supplémentaires ont été libérés en 7 jours, un rythme sans précédent historique. Et l'ironie, elle est cinglante. Donald Trump avait violemment critiqué Joe Biden pour avoir puisé dans ces mêmes réserves avant les élections de mi-mandat de 2022. Et aujourd'hui, eh bien, à quelques encablures du mois de novembre, il fait exactement la même chose, mais à une vitesse encore plus élevée. La politique et l'énergie obéissent aux mêmes lois électorales, et ce, quelle que soit la couleur président. La fermeture effective du détroit d'Ormuz fin février a bloqué l'acheminement de plus de 1,2 milliard de barils de pétrole brut selon S&P Global Energy. Et pour combler ce gouffre, les États-Unis sont devenus le fournisseur de dernier recours de la planète. Environ la moitié du pétrole libéré par les réserves stratégiques américaines en avril et en mai a été exporté vers l'Asie et l'Europe, directement asphyxié par la fermeture du détroit. Le reste du monde a besoin de ce pétrole brut, résume Matt Smith, analyste chez Kepler. Mais les stocks commerciaux s'épuisent eux aussi. À Cushing, dans l'Oklahoma, là où se fixent les prix du brut WTI, eh bien les réserves sont passées de 33 millions de barils il y a 7 semaines à 24,5 millions aujourd'hui. Le seuil opérationnel minimal, je vous le rappelle, ou je vous le dis, il est fixé à 20 millions. On approche rapidement du fond du gouffre, avertit Ellie Macroft, responsable mondiale de la stratégie des matières premières chez RBC Capital Markets. Et voici le piège dans le piège. Même si un accord est signé aujourd'hui, il faudra 6 semaines pour débloquer le détroit, 6 semaines pendant lesquelles la pression sur les stocks continuera de s'exercer en pleine période de forte demande estivale. L'Europe pourrait facilement être confrontée à un rationnement, prévient Croft. Plus inquiétant encore, ces barils devront un jour être remplacés. Et la reconstitution du SPR maintiendra la demande et les prix à un niveau élevé pendant des mois après la fin du conflit. Ce n'est pas comme une boîte à biscuits, avertissent les experts. Ces barils devront être remis en circulation, ce qui entraînera une hausse des prix. Le message géostratégique est implacable. La guerre en Iran n'a pas seulement perturbé les marchés énergétiques, elle a épuisé le dernier filet de sécurité énergétique de la planète. Et quand la musique s'arrêtera, quand les États-Unis ne pourront plus exporter leurs barils de secours, la question que personne ne veut poser deviendra inévitable. Où le monde ira-t-il s'approvisionner ? L'Iran étouffe et les chiffres en témoignent brutalement. Ravagé par 3 mois de guerre et asphyxié par un blocus naval américain, le régime de Téhéran affronte une crise économique intérieure qui menace désormais sa propre stabilité politique. Le détroit d'Ormuz est fermé. Les exportations pétrolières iraniennes sont taries, privant Téhéran de sa principale source de devises. La monnaie nationale a, elle, atteint des niveaux historiquement bas. Plus d'1 million d'Iraniens ont perdu leur emploi depuis le début du conflit et les réserves de change disponibles du pays ne couvrent plus que 3 mois d'importation d'avant-guerre selon les chercheurs de Capital Economics, soit une marge de manœuvre dramatiquement étroite. Dans les marchés de Téhéran, la réalité se lit
dans les prix. Le fromage, l'Igvan, aliment de base des foyers iraniens, a quasiment doublé en 2 mois. 450 000 tomans en mars, 800 000 aujourd'hui. Le riz, la viande, le pain suivent la même trajectoire. L'État exhorte désormais sa population à économiser l'eau, le carburant et l'électricité. Le président Pezeshkian l'a admis devant la Chambre de commerce de Téhéran. Je le cite, la principale bataille se joue sur le terrain économique. Si vous échouez, le pays échoue. Et c'est précisément ce levier que Washington actionne. L'objectif de Donald Trump, obtenir la réouverture du détroit en échange d'un allègement du blocus avant d'aborder les dossiers plus lourds, sanctions et nucléaire. Avec des réserves à 3 mois et des recettes pétrolières coupées, Téhéran n'a mathématiquement pas les moyens de tenir indéfiniment. Mais l'Iran garde une carte maîtresse. Chaque regain de tension propulse les prix du pétrole et déstabilise les marchés mondiaux. Comme le résument les experts, la souffrance économique est pire, mais l'Iran a trouvé un moyen d'externaliser cette souffrance. Le bras de fer continue et c'est l'économie mondiale qui en règle la facture. Mais la guerre en Iran ne se lit pas seulement sur les cartes militaires, elle s'affiche désormais dans les chiffres de confiance des grands patrons mondiaux. Selon une enquête du Conference Board menée du 4 au 18 mai dernier auprès de 141 PDG du Fortune Global 500, la confiance des chefs d'entreprise a chuté de 12 points au deuxième trimestre, tombant à 47, soit sous le seuil critique des 50 qui signale un sentiment majoritairement négatif. Ce chiffre n'est pas anodin. Quand les décideurs doutent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils gèlent les embauches, ils bloquent les investissements et c'est l'économie réelle qui en absorbe le choc via les emplois, la croissance et surtout le pouvoir d'achat. Le contraste avec le début de l'année est saisissant. À l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'optimisme de ces mêmes PDG était à son plus haut depuis des années. Promesses de dérégulation, réforme fiscale, vent favorable aux affaires, même la brutalité du Liberation Day avait été partiellement surmontée. Puis la guerre est venue tout effacer. Résultat, 47% des PDG estiment aujourd'hui que la situation économique s'est dégradée contre 8% seulement en janvier dernier. Et seuls 15% jugent les conditions meilleures qu'il y a 6 mois contre 39% au premier trimestre. Or, la guerre en Iran, c'est aussi une pression directe sur les prix du pétrole, les routes maritimes du Golfe et les chaînes d'approvisionnement mondiales, autant de paramètres qui alimentent l'incertitude des boardrooms. Wall Street, elle, reste curieusement impassible. Et les plans d'investissement n'ont pas encore été revus à la baisse. Mais l'histoire économique, elle est formelle. Quand dirigeants et consommateurs perdent confiance en même temps, les marchés finissent toujours par capituler. La vraie question n'est donc plus si, mais c'est dans combien de temps ? Et c'est combien de temps avant que la réalité rattrape les indices ? L'économie américaine est entrée dans une zone de turbulence inédite et la Réserve fédérale se retrouve les mains liées. Les chiffres publiés hier dressent un tableau saisissant. La croissance du PIB américain au premier trimestre a été révisée à la baisse à 1,6% en rythme annualisé contre 2% estimé initialement. Et dans le même temps, l'inflation PCE, l'indicateur de référence de la Fed, a atteint 3,8% sur 12 mois en avril, soit son niveau le plus élevé depuis mai 2023, soit près du double de l'objectif de 2% de la Banque centrale américaine. Croissance qui ralentit, inflation qui résiste, le spectre de la stagflation est de retour. Et derrière ce chiffre, une géographie du choc très précise. La guerre en Iran a transformé le détroit d'Ormuz en point de rupture de l'économie mondiale. Par ce corridor transite normalement, vous le savez, 20% des approvisionnements pétroliers de la planète. Résultat, l'essence a bondi de 5,5% en avril aux États-Unis. Le logement accélère à 0,5% en mensuel, soit son rythme le plus élevé depuis janvier 2025. Et carburant, énergie, logement et alimentation ont représenté à eux seuls la moitié de la hausse des dépenses de consommation du mois. En termes réels, c'est-à-dire corrigés de l'inflation, ces dépenses n'ont progressé que de 0,1%. À ce choc pétrolier s'ajoute un choc tarifaire. Selon les économistes, c'est la combinaison
des droits de douane de Donald Trump et de la guerre en Iran qui alimente désormais l'inflation sous-jacente établie à 3,3% en glissement annuel, de variables exogènes, de fronts simultanés, un seul instrument monétaire pour y répondre. Et c'est précisément là que la Fed se retrouve piégée. Baisser les taux pour soutenir une croissance qui s'essouffle risque d'amplifier une inflation alimentée par des facteurs qu'elle ne contrôle pas. Les maintenir pénalise une économie dont les consommateurs voient leur pouvoir d'achat s'éroder. Les revenus ont stagné en avril contre une hausse attendue de 0,4%. Les marchés, eux, ont tranché, statu quo jusqu'à fin 2026 avec une probabilité croissante de hausse début 2027. Une lueur existe cependant. La Fed d'Atlanta anticipe un rebond du PIB à 4,3% au deuxième trimestre, porté par la résilience des consommateurs et les investissements massifs des entreprises dans l'intelligence artificielle. Mais cette dynamique suffira-t-elle à compenser un choc énergétique qui, lui, ne dépend pas de Wall Street, mais de Téhéran? Et c'est là le paradoxe de la puissance. Plus Washington serre l'étau sur l'Iran, plus il se resserre aussi sur Main Street. La guerre en Iran perturbe désormais les banques centrales jusqu'à Tokyo. Ce vendredi matin, l'inflation dans la capitale japonaise a ralenti à son rythme le plus faible en 4 ans, 1,3% hors produit fait en mai. Un chiffre en apparence rassurant, mais qui masque une réalité bien plus complexe pour la Banque du Japon, car ce ralentissement est en grande partie artificiel. Il est le produit direct des subventions gouvernementales sur l'essence, maintenues précisément pour contenir l'onde de choc pétrolière de la guerre en Iran, ainsi que des baisses administratives des tarifs de l'eau et des frais de garde d'enfants. Retirer ces interventions et la pression inflationniste sous-jacente restent bien présentes. L'indice hors énergie et produits faits, celui que la BOJ surveille vraiment, affiche toujours 1,6%. Le dilemme de la Banque centrale japonaise est redoutable. Relever les taux, ce que 77% des opérateurs anticipent dès la réunion des 15 et 16 juin prochains, risque de peser sur une économie qui résiste mais reste fragile. Ne pas les relever, c'est laisser le yen continuer de se déprécier. Il s'échange actuellement autour de 159 yens pour $1, proche de ses plus bas depuis fin avril, renchérissant ainsi toutes les importations du pays. Un cercle vicieux inflationniste alimenté de l'extérieur. La première ministre, Takaichi, complique encore plus l'équation. Partisane affichée d'une politique monétaire accommodante, elle a explicitement demandé à la Banque centrale nippone de tenir compte des mesures de soutien gouvernemental dans sa politique de taux, une ingérence politique rare qui fragilise l'indépendance de la Banque centrale aux yeux des marchés. Ces derniers ont d'ailleurs répondu par une vente massive d'obligations d'État japonaises dans un contexte de hausse globale des rendements alimentés par les craintes inflationnistes liées à la guerre. Sur le terrain, les entreprises commencent à répercuter les hausses de coûts. Les géants agroalimentaires, Nippon et Showa Sangyo, ont annoncé des hausses de prix dès août prochain. Le riz, qui avait flambé, vous vous en souvenez, de 94% l'an dernier, recule enfin de 1%. Mais les prix alimentaires hors produits faits progressent encore de 4,1%. Le message est clair. La guerre en Iran n'est pas seulement un choc pétrolier régional, c'est un perturbateur systémique des politiques monétaires mondiales, de Washington à Tokyo, en passant par Francfort, et chaque banque centrale se retrouve donc à gérer une inflation qu'elle n'a pas créée et qu'elle ne peut pas vraiment contrôler. Et c'est là le nouveau visage de la mondialisation des risques géopolitiques. Regardons désormais un instant ce que les investisseurs vont suivre de près aujourd'hui. Et beaucoup de macro avant de parler géopolitique évidemment. Donc les données sur l'inflation en Allemagne, en France et en Italie, le PIB canadien et évidemment l'avancement de l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Et évidemment, depuis cette nuit, eh bien, l'évolution de la situation en Roumanie, voir dans quelle mesure, même si on l'a bien compris, on l'a vu ensemble, que les réactions de l'OTAN, des membres de l'OTAN sont plus que mesurées et n'impliquent juridiquement aucune intervention militaire de l'OTAN, notamment via l'article 5, eh bien, on attend de voir quand même quelles vont être les conséquences d'un tel acte. Ça, c'est pour donc ce que les marchés vont regarder aujourd'hui. Que s'est-il passé hier sur les principales places financières de la planète? Eh bien, hier, en Europe, les principales bourses ont clôturé en baisse sur fond de prudence des investisseurs face aux tensions géopolitiques et à une salve de données économiques. Le CAC 40 a cédé 0,23%, le DAX 0,34% et le FTSE 0,75% malgré l'annonce d'un possible prolongement du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran. Les marchés
reste nerveux après de nouvelles frappes dans le détroit d'Ormuz. Côté macroéconomie, les indicateurs ont été contrastés entre ralentissement de la croissance américaine et amélioration du sentiment économique en zone euro. Toutes ces données, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles entretiennent une incertitude particulièrement marquée. À Wall Street, eh bien, les principaux indices d'actions ont terminé en hausse, enchaînant une deuxième séance de record portée par l'espoir d'un accord prolongeant la trêve entre les États-Unis et l'Iran. Le S&P 500 a gagné 0,58% et le Nasdaq 0,91%, tandis que le Dow Jones est resté, lui, quasi à l'équilibre. Les marchés ont également été soutenus par l'optimisme autour de l'intelligence artificielle et des résultats d'entreprises solides malgré une inflation persistante et une croissance américaine révisée à la baisse qui entretiennent le flou. Enfin, les marchés pétroliers ont terminé en ordre dispersé, tiraillé entre tensions géopolitiques et espoirs diplomatiques autour d'un possible accord entre Washington et Téhéran. Le Brent a reculé de 0,62% à 93,71 $ le baril après avoir frôlé les 98 $ en séance, tandis que le WTI, la référence américaine, a elle progressé de 0,25% pour clôturer à 88,90 $ l'unité. Les opérateurs restent prudents face aux informations contradictoires sur un cessez-le-feu au Moyen-Orient, le maintien de la fermeture du détroit d'Ormuz par lequel transite près de 20% du pétrole mondial continue d'alimenter les craintes sur l'approvisionnement et soutient durablement les prix. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 29 mai. Juste après, nous allons voir dans quelle mesure l'indice phare parisien accueille favorablement ou non cet accord qui est sur la table entre Washington et Téhéran, accord qui, aux dernières nouvelles, est rédigé sur la table mais n'attend plus que la signature du président américain. Tout de suite sur TF1.